De prendre place. Je vais demander également à Corinne Cuisinier, si tu veux bien, de prendre place. Alors Corinne, toi tu es d'abord et avant tout vice-présidente de Jump France quand même, et puis tu es également secrétaire générale de Grandes Écoles au féminin. Tu as un parcours, une formation qui est assez, malheureusement, assez rare chez les femmes, puisque tu as fait l'école des mines et Normal Sup. Et puis après, tu as fait toute ta carrière dans le secteur de l'industrie, chez Péchinet, pour terminer en tant que patronne Sibelco. C'est donc des matières premières, c'est assez... voilà. Donc c'était très... Et donc je suis ravie de t'avoir dans mon équipe. Et je vais demander également à Michel Bagnot, qui nous a rejoint, de prendre place. Alors, d'abord, Michel, c'est avant tout, tu es président du Forum Jump, là, hein. C'est ton forum à toi, parce que c'est en partie grâce à toi qu'on est, à toi et à tes équipes, qu'on est accueillis aujourd'hui chez Biomérieux. Donc toi, tu as fait l'EM de Lyon, une maîtrise en droit des affaires, tu as fait toute une carrière dans la finance, pour arriver finalement ici, chez Biomérieux, en tant que secrétaire général, alors DRH, et également communication, directeur com et DRH, c'est bien ça? Ok, génial. Donc voilà, j'en profite vraiment pour te remercier déjà de nous avoir accueillis dans cet écrin absolument magnifique. Je vais commencer peut-être par Corinne pour continuer notre conversation sur le pouvoir. En particulier par rapport à ce que tu as fait avec tes collègues chez GEF. Tu as fait toute une étude sur le pouvoir et les femmes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça s'appelle « Le nouveau pouvoir aura-t-il un genre ?» Alors, c'est pas « a-t-il un genre », c'est « aura-t-il un genre ?» Donc, ça veut dire en fait que tu considères que le nouveau pouvoir, il n'est pas encore là. Non. Je ne suis pas aussi optimiste que vous, mesdames. Et la réponse de l'étude que nous avons faite, c'est que non, effectivement, le nouveau pouvoir n'est pas encore là. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée. En fait, donc cette étude qui interroge les anciens élèves hommes et femmes de 10 grandes écoles qui sont supposées former les dirigeants en France, hein, dans leur majorité, disons. On a donc interrogé pour savoir qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Alors, le pouvoir, d'abord, ça reste terriblement tabou. Pour les hommes comme pour les femmes. Hein. On n'en parle pas. On n'en parle pas à la maison. On n'en parle même pas avec son chef. Et on n'en parle pas en entreprise, très peu, en fait. Autant pour les hommes que pour les femmes. Et quand on leur demande ce que c'est que le pouvoir, en fait, ils gardent une vision, hommes et femmes, assez classique du pouvoir, qui est une vision, en fait, liée à l'autorité, à la hiérarchie, à la capacité de décision. Donc une vision très classique, et cela, quelle que soit la taille de l'entreprise. Qu'on soit dans des petites entreprises ou dans des grandes, qu'on soit un homme ou une femme, il y a des nuances, mais il n'y en a pas tant que ça. Et par contre, quand on demande, écoutez, quelle vision vous avez du pouvoir, alors tout le monde veut avoir du pouvoir, spécialement les femmes. Les femmes revendiquent plus le pouvoir que les hommes. Il y a entre 10 et 15% de plus qui disent qu'elles aimeraient avoir plus de pouvoir. Donc ça, c'est quand même un point important. Et on a envie d'avoir du pouvoir pour des raisons nobles, mais quand on regarde le pouvoir des autres, il y a une vision qui est assez négative, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, mais plus chez les femmes et plus chez les ingénieurs. Donc ça interroge quand même sur ce qui se passe en fait dans les entreprises et ce qui se passe au moment où les gens accèdent à des positions de pouvoir. On a envie d'avoir du pouvoir pour des raisons nobles, et puis après, quand on l'exerce, l'image qu'on renvoie du pouvoir vis-à-vis des autres, elle est relativement négative. Donc là, il y a quand même un hiatus qui interroge en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. 92% des personnes interrogées ont dit que le pouvoir a un impact sur le comportement des gens.
En négatif, je suppose. En négatif. Voilà. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez problématique. Alors, une des grandes différences entre les hommes et les femmes, c'est que d'abord les hommes et les femmes disent que les uns et les autres n'exercent pas le pouvoir de la même façon. Et même si les femmes sont aussi cassantes que les hommes, donc voilà, donc moi les valeurs féminines, les valeurs masculines, je suis un peu réservée. Et en fait, ce que hommes et femmes disent, c'est que les femmes se remettent plus souvent en question, qu'elles défendent mieux leurs équipes, et que les hommes, et même les hommes l'admettent. Hein, et quel était le troisième sujet, et que les hommes décident plus souvent seuls. Voilà, donc en fait, c'est là que réside la différence, si on peut parler comme ça, entre hommes et femmes sur le pouvoir. C'est pas sur la vision du pouvoir, sur ce qu'est le pouvoir, mais sur les modalités pratiques, sur l'exercice du pouvoir. Mais toi, voilà. est-ce que dans ta carrière, comment tu l'as exercé, toi, le pouvoir, et comment tu l'as vécu? Alors, moi, comment je l'ai vécu? Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les autres, ceux avec lesquels j'ai collaboré, l'ont vécu. Bon, si j'en crois ce qu'ils m'ont écrit quand je les ai quittés, ils l'ont plutôt bien vécu. J'ai essayé de mettre en place vraiment un pouvoir très, très collaboratif. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai accédé aux fonctions de direction générale, j'ai fait un séminaire avec le comité de direction, et qui était animé par quelqu'un. Et là, j'ai dit, on va définir ensemble comment on a envie de travailler, tous ensemble. Et on a mis en place des règles du jeu, et je me suis toujours accrochée à ces règles du jeu pour leur laisser l'espace de liberté, l'espace d'expression qu'ils avaient exprimé, qu'ils voulaient. Et en fait, effectivement, on a essayé de mettre en place quelque chose de très collaboratif. Après, est-ce que j'ai réussi ou pas réussi? C'est ce que je ne sais pas, mais voilà. Après, dans les faits, on s'aperçoit que les femmes, en proportion, encadrent aussi souvent des équipes que les hommes, mais de plus petites équipes. Et majoritairement, hommes comme femmes, mais bien plus les femmes, 90%, 63% pour les hommes, disent que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Donc c'est là que moi je diverge par rapport à vous, parce que en fait, moi, ce que j'ai souvent constaté dans les entreprises, c'est que la structure est beaucoup plus exigeante avec une femme. Pourquoi? Parce que tout de suite, si elle n'est pas là un jour, alors peut-être c'est les agendas cachés, mais ah oui, la femme, elle n'est pas disponible. L'homme, il n'est pas là. Il doit avoir un conseil d'administration. Voilà, il y a un conseil d'administration. Et donc, en fait, il y a un processus qui est qu'il y a plus d'exigences vis-à-vis des femmes. Et moi, je crois que c'est en partie pour cela que les femmes demandent moins souvent. C'est parce qu'elles savent que pour elles, la barre va être placée un peu plus haut. Et donc, si on leur en demande 150% de ce qu'on demande à un homme, eh ben, il est logique qu'elles candidatent quand elles ont 80% des qualités et non pas 50% des qualités. Je pense que c'est un peu français. Hein. J'ai pas du tout vécu ça en Hollande, qui est à Montréal. On a très peu de hiérarchie, c'est très plat. Donc, c'est pas quelque chose que. Il y a des problèmes culturels sur le travail des femmes, mais il n'y a pas cette. Une fois que quelqu'un, en fait, les gens passent complètement au-delà du gender. À partir du moment où quelqu'un a un travail, il y a une grande. D'ailleurs, les hommes travaillent à mi-temps. Il y a une grande égalité dans le travail. Il n'y a pas on sent pas ça. Je pense que c'est. Moi, j'ai jamais travaillé en France. Enfin, mondialement, il y a des statistiques sur la présence des femmes. Non, mais Corinne fait la différence sur l'organisation, sur la gouvernance. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, c'est très différent qu'en France, qui reste encore une structure vraiment pyramidale, très hiérarchique, etc. Mais ce que l'autre Corinne, c'est compliqué. L'autre Corinne, question d'âge. Ce que l'autre Corinne fait passer comme message, c'est parce que tu as beaucoup insisté sur la confiance en soi des femmes. Alors je pense que c'est un constat, mais est-ce que c'est les femmes qui n'ont pas confiance en elles, ou est-ce que c'est la société et en particulier les entreprises qui n'ont pas suffisamment confiance dans les femmes? Il faut savoir que nous ne sommes pas traités de la même façon. Toutes les études le disent, hein, tu vois, une femme aura de l'autorité, une femme sera autoritaire alors qu'un homme
aura de l'autorité, par exemple. Et donc, moi j'en ai assez de cette histoire de confiance des femmes. Franchement, ça m'agace. Vas-y. On va. Comme on est sur le nouveau type de pouvoir, on va juste se disputer, mais on va pas prendre main. Une toute petite conclusion de cette étude. Les millennials, donc en fait les jeunes, rejettent cette forme beaucoup plus que les gens plus âgés, rejettent cette forme classique de pouvoir et ont une forte demande d'un pouvoir beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus mixte, beaucoup plus divers que ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est le aura-t-il genre. Et là, il y a une vraie demande des jeunes pour changer le système. Voilà, sur cette question de tout ce qui manque aux femmes. Faire aborder le sujet sur tout ce qui leur manque, et quand elles auront bien appris, là on pourra les considérer comme égales, puisqu'elles seront équipées avec les cartouchières qui vont bien. Bon, il est certain, on l'observe tous, j'ai élevé 3 filles, j'ai pas élevé de garçons, mais je me suis rendu compte à quel point j'ai eu la tentation d'en faire des filles comme dames, et de les abreuver de reproches si elles rentraient de la cour de récré avec une capuche arrachée. Je pense que pour un garçon, en tout cas j'ai vu des mères de garçons à la porte de la même école se dire bon c'est bon, il sait se défendre. Bon, donc c'est vrai qu'on les éduque pas pareil, et je n'ai pas été éduquée de la même façon. La question de qu'est-ce qu'il faut réparer chez les femmes, je la trouve agaçante parce que elle diffère encore le moment où on pourra enfin travailler ensemble puisqu'on aura tous les mêmes équipements. Et puis surtout, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, et je pense que Corinne et vous, monsieur, que je ne connais pas le prénom, Michel, vous l'éprouvez tous les jours désormais. Aujourd'hui, le leader rassurant, c'est celui qui ne dit pas qu'il sait tout. Parce qu'il ment, et on le sait tous. C'est celui qui porte... C'est celui qui est assez honnête pour porter la possibilité de l'erreur. C'est ces gens-là qui sont rassurants aujourd'hui. C'est ceux qui disent « je ne sais pas, mais on va chercher ensemble », comme avec ton comité de direction. Alors pas tout le temps, pas tous les jours, parce qu'à un moment il vous fait flipper. Et c'est en ce sens-là que les femmes sont compliquées. C'est que je trouve d'ailleurs que les dirigeants qui ont bien compris comment faire grimper des femmes au CODIR COMEX savent très bien. Le patron de HP, qui est chez Oracle, je crois maintenant, Gérald Carsanti le disait bien. Il faut accepter de leur proposer des jobs différemment selon si c'est un homme et une femme. Et c'est-à-dire, on sait très bien, entre 4 murs, que pour convaincre une femme qu'elle peut prendre cette place à Londres ou ce machin qu'elle n'a jamais fait, il ne faut pas lui laisser le choix, il faut la rassurer. Mais ça, il n'y a pas de public pour le dire, donc on l'a proposé différemment, ce qui compte, c'est qu'elle prenne. Et puis, il faut montrer qu'on est un filet de sécurité en coulisses et qu'on ne va pas la laisser prendre le bouillon toute seule. Donc, avoir le réseau de soutien. Et puis, quand c'est un homme, on sait que de toute façon, enfin, en tout cas, certains hommes, la plupart des hommes, en tout cas, moi, j'ai quand même beaucoup observé, que comme ils vont nous en faire des caisses pour expliquer qu'ils sont déjà dans le rôle avant même d'avoir essayé, là, pour le coup, il faut les challenger. Et puis leur mettre des objectifs et les mesurer et puis gagner en humilité. Mais cette question de l'estime des femmes, je trouve qu'elle est mal posée. Elle est réelle, mais je trouve qu'on n'en parle pas bien. Le leader de demain, c'est celui-là. Et puis le deuxième sujet qui est très français, je trouve, c'est cette connotation négative attachée au pouvoir ou à tout ce qui est puissance. En anglais, on dit empowerment, et c'est enviable. Hein, c'est empouvoiriser l'individu, les gens, avoir le pouvoir sur soi, le pouvoir sur son corps, le pouvoir de s'appartenir, le pouvoir de se donner. C'est quelque chose d'essentiel, et ce pouvoir-là, il faut en faire l'apprentissage. Et c'est vrai qu'en France, je suis une Française revendiquée, dès qu'on dit pouvoir, on pense... quand on dit influence, on pense trafic d'influence. On vous dit politique, tout le monde pense manœuvre politique. Et je trouve que ces mots-là, on joue de façon un peu dandy à la française, à les mépriser, et donc on ne se donne pas une chance de l'exercer convenablement et calmement. Je pense que ça fait partie de l'enjeu. De se remettre à aimer le pouvoir, de se remettre à se dire que c'est ça qui fait changer le monde. Merci Armelle, et je vais en profiter du fait que Michel est à côté de toi, parce qu'il est donc, en dehors de tout ce que j'ai dit, DRH, et donc partie prenante importante de la mixité dans l'entreprise.
Mais il n'y a plus de femmes au comité de direction de chez Biomérieux. Alors, est-ce que c'est parce que les hommes ne veulent pas partager le pouvoir ou c'est parce qu'elles ne veulent pas, elles ne sont pas suffisamment assertives? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai une très bonne nouvelle pour vous, puisque Alexandre Mérieux, notre président et directeur général, a annoncé la nomination d'une femme au comité de direction. Donc, ce que vous venez de dire n'est plus vrai. Juste avant la conférence, Léa. Voilà. J'étais sûr qu'il y aurait la question. Je me suis protégé avant de venir. Oui, mais une femme, on a dit ce matin qu'une seule femme, ça faisait le syndrome de la schtroumpfette. Parce que dans les histoires de schtroumpf, il n'y en a qu'une. Et évidemment, elle doit jouer sur la séduction pour pouvoir avoir sa place dans l'histoire. Donc, elle aura quel poste? Elle s'occupe de quoi? Elle va être directeur des ressources humaines et de la communication. D'accord. Et c'est une femme de grande qualité qui est diplômée de Sciences Po Paris, d'HEC, qui a fait toute sa carrière dans le domaine des ressources humaines, depuis plus de 10 ans dans le groupe, qui est une femme qui a une finesse intellectuelle assez remarquable, qui partage la culture Biomérieux et qui aujourd'hui a toute légitimité, non seulement parce qu'elle est brillante intellectuellement, elle a compris les enjeux de nos métiers, elle a la touche humaine qui est nécessaire pour gérer. Heureusement, parce que si elle arrive à ce niveau-là, j'espère qu'elle est aussi formidable que ça. Elle est formidable, oui, absolument. C'est aussi une belle histoire parce qu'elle était dans mes équipes il y a 5 ans quand j'ai eu la chance de prendre et l'honneur de prendre la responsabilité. J'avais immédiatement vu que c'était une femme qui sortait de l'ordinaire et je lui ai dit tu devrais aller dans notre filiale Mérieux Nutrition, prendre la direction des ressources humaines, le poste est libre. Comme ça, dès que tu auras envie, tu viendras vite me remplacer puisque tu seras beaucoup plus compétente que moi. Donc, tu as fait exactement ce qu'Armel dit, c'est que tu as identifié une personne talentueuse et tu l'as, comment dire, tu l'as réconfortée sur ses compétences, tu l'as poussée, tu l'as sponsorisée en fait, pour qu'elle arrive là. Je crois qu'elle n'avait pas besoin de moi, j'ai simplement vu qu'elle avait le potentiel, mais je crois qu'avec ou sans moi, elle aurait accédé de toute façon à des hautes responsabilités. Après, est-ce que ça aurait été chez Biomérieux ou ailleurs, elle n'avait pas besoin de moi. La seule chose qu'il fallait faire, c'est préparer et faire en sorte qu'elle puisse avoir le parcours chez nous qui lui permette d'accéder à ce poste-là. Mais elle avait toutes les qualités pour ça et je crois que c'est une grande chance et mon comité de direction, en tous les cas, sera beaucoup plus riche avec elle demain qu'aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir s'exerce différemment dans une société comme Biomérieux, qui est une société qui est encore familiale? Moi, je crois qu'il y a 2 types de pouvoir. Il y a le pouvoir pour avoir du pouvoir. Je crois que ça n'a pas grand intérêt. Avoir du pouvoir, c'est quoi finalement? C'est d'essayer de faire des choses, de transformer, de faire évoluer. On se trompe, on a raison. Mais on se dit, j'ai un projet, j'ai envie de le mener. Dans une entreprise familiale, ce qui est facilitant, c'est que vous êtes là pour servir une entreprise. Biomérieux, on est au service de la santé publique, notre mission est claire, on a des racines fortes, on sait pourquoi on est là. Donc, je veux dire que les enjeux de pouvoir n'ont pas été très importants. Et en plus, on a une organisation qui est assez bien faite. Chez Biomérieux, il y a bien ce triptyque que nous donne Alain Mérieux. Une société équilibrée, c'est une société dans laquelle il y a une direction générale, un comité de direction, qui est challengé d'abord par un conseil d'administration, et qui joue son vrai rôle, même quand il y a Alain Klenner qui a 60% et plus de 60% du droit de vote, et d'autre part par des partenaires sociaux, si vous voulez. Et ça, c'est très important. On est chez Biomérieux très attaché au dialogue social. Il y a certains représentants qui sont dans la pièce, ils le savent. On est convaincus que, et notamment, moi je le dis toujours, je ne sais pas si la DRH fait bien son métier chez Biomérieux, mais si on ne le fait pas trop mal, en tous les cas, c'est grâce à eux. Parce qu'ils nous mettent tout de suite le doigt sur ce qu'on est en train de louper, ils nous mettent le doigt sur les cas sur lesquels ce n'est pas toujours bien géré, ils nous alertent sur des situations qu'on ne verrait pas toujours, ils nous montrent les choses d'une façon différente, et donc la qualité du dialogue social est un élément très favorable chez Biomérieux, et je pense que la vraie question, c'est si à un moment ou à un autre, ce pouvoir, il n'est pas avec des contre-pouvoirs, d'une part le conseil d'administration, d'autre part les partenaires sociaux, ben, on tombe vite dans la facilité, on devient moins bon, on réfléchit moins. Moi, j'ai toujours dit à mes équipes que le doute est un facteur de progrès, donc on commence à plus douter, on devient mauvais, et on commence à avoir des comportements qui ne sont plus les bons. Moi, je me suis toujours fixé comme une règle, je ne dis jamais à quelqu'un dans l'entreprise quelque chose que je ne serais pas capable de dire à M. Alain Mérieux, parce que c'est ça une société familiale, c'est d'être capable de considérer chaque collaborateur comme la famille nous considère, comme la famille nous donne une certaine confiance. On essaye de donner cette même confiance à nos collaborateurs. C'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce que, en tous les cas, je me suis employé à faire toutes ces années avec mes équipes.
Alors, nous, chez Jump, on fait régulièrement des études. Notre dernière étude, qui est d'ailleurs juste à côté de toi, Corinne, si tu peux peut-être la montrer, qui est disponible gratuitement ici, imprimée ou alors sur notre site web, c'est l'identification des barrières à la carrière des femmes. Et les femmes, finalement, nous sommes arrivés exactement au même constat que le Jeff sur l'étude du pouvoir et les femmes. Les femmes sont aussi au moins aussi ambitieuses que les hommes. Les femmes qui nous, en tout cas, qui nous ont répondu, sont prêtes à prendre des risques, à déstabiliser l'équilibre qu'elles ont trouvé dans leur métier, entre leur métier et leur vie de famille, pour pouvoir accéder à des postes plus intéressants, plus responsabilisants. Mais elles ont identifié des barrières, dont par exemple la perception qu'on a de leurs résultats. Elles sentent que la perception, la façon dont on les évalue est différente que si elles étaient hommes. Et puis aussi les réseaux, parce qu'elles pensent qu'elles manquent d'influence. Finalement, s'il y a bien quelque chose qu'elles regrettent, c'est de manquer d'influence. Je voudrais poser la question aux 3 femmes qui sont ici. Est-ce que vous pensez comment vous avez construit cette carrière en gérant justement ce potentiel d'influence? Quelque part, comment vous avez construit vos réseaux en interne, mais également en externe? Surtout toi, Armelle, qui en plus construit un réseau de femmes au sein de ton entreprise. Donc, je ne sais pas qui veut répondre. La première, peut-être Corinne, tu veux? J'ai du mal à répondre en fait à cette question parce que j'ai jamais eu en fait dans la volonté de construire en fait un réseau. Mais finalement, si aujourd'hui je regarde derrière moi, j'ai effectivement un réseau de connaissances, de gens à qui je peux envoyer un mail et qui me répondront, qui est assez vaste. Alors, je pense que j'ai eu de la chance de passer les 16 premières années de ma vie professionnelle dans un groupe où il y avait un capital humain remarquable, qui était le groupe Péchinet, l'industrie de l'aluminium. Il y avait vraiment beaucoup de gens d'excellente qualité. Et j'aurais tendance à dire que je pense que j'ai été quelque peu privilégiée par mon cursus, par mes études. Il faut être réaliste. Voilà, à l'intérieur du groupe Péchinet, même si la première usine que j'ai visitée, l'ingénieur de production m'a expliqué que c'était bien une femme ingénieure, mais que je ne pourrais jamais faire son travail. Donc on a eu une petite discussion sur le sujet. Mais voilà, il y avait, je pense qu'il faut le dire, un certain respect pour la normalienne agrégée de mathématiques, ingénieure des mines. Voilà, dans le milieu du groupe Péchinet, ça fait partie du pouvoir, voilà. Ça fait déjà partie de la tribu du pouvoir. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans un groupe étranger où ingénieur des mines, enfin même en Belgique, normalienne, encore plus là-bas, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais bon, voilà. Après, à l'intérieur, j'ai effectivement travaillé la connaissance des gens, j'ai toujours essayé de collaborer. Je me suis beaucoup investie dans des activités, disons, extra-professionnelles associatives qui m'ont certainement aidé. Je l'ai fait par conviction, pas parce que je voulais c'est ça que tu veux dire. Pas parce que je voulais construire un réseau, mais de fait, je pense que... Tu as raison. Voilà. Armelle ? En fait, pour répondre simplement, quand vous regardez les ressources qu'ont les femmes dans leur vie domestique, privée, tradie, pour se débrouiller, pour l'inscription à l'école, le club de judo, à les faire regarder à la sortie machin, etc., les femmes ont une capacité d'influence inouïe. Mobilisées à un point dingue pour autrui. Donc ça, elles en ont soupiré. C'est même pas la peine d'apprendre, ça vient. La question de l'influence, si on essaie et du réseau au sens réseau matériel, membership, cooptation, là on rentre, on est dans une autre sémantique de réseau là-dessus. La cooptation, c'est comme la méritocratie, c'est magnifique de principe et c'est extrêmement pervers dans l'exécution. Jean-Michel Monod, dans sa session tout à l'heure, disait que la méritocratie, j'ai adoré, il dit c'est de la miroirocratie. Je juge méritant quelqu'un qui coche les cases que j'aime bien et je les aime bien parce qu'elles me sont familières.
Donc, sur cette question du réseau et la cooptation, c'est semblable. Moi, j'ai grandi la moitié de ma carrière chez Accenture sous forme de partnership. Donc là, c'est un principe politique de détection des talents, hein, de coopter un futur associé. Et là, pour le coup, il faut des ressorts de rappel formidables pour empêcher la reproduction et l'entre-soi. Il y a un point, enfin, moi je pense que l'influence, elle se gagne, elle ne se conquiert pas. Ce que tu décris, Corinne, c'est des gens qui ont eu confiance et qui décrocheront le téléphone quand tu en auras besoin. Il y a un point important qui a été signalé tout à l'heure sur la nomination de la dame qui vous succède. C'est, tu l'as dit Isabella, vous l'avez sponsorisé. Et je trouve que ça, c'est un des sujets de vigilance extrêmement important quand on essaie de conduire son chemin. Et en même temps, quand on essaie de monter des programmes, si on en a le pouvoir pour que ça aille mieux pour les femmes ou les gens différents dans l'entreprise, on a recours au mentoring sans arrêt. Et d'ailleurs, à un tel point que j'avais lu une statistique américaine il y a quelques années qui disait que désormais, ils ont commencé avant nous, les femmes étaient 3 fois plus mentorées que les hommes, mais 2 fois moins sponsorisées. Moi, si je regarde comment les opportunités m'ont été présentées, comment à un moment donné, on m'a soit forcé à faire un truc que je ne sentais pas, ou bien invité à faire un truc que j'avais jamais fait, en fait, avec le recul, dans mon rétroviseur, c'était ça mes sponsors, qui m'ont dit plus ou moins gentiment, vas-y. Et c'était une forme de sponsorship. Et aujourd'hui, la vraie différence entre un mentor qui vous parle de cœur à cœur, porte fermée, ça ne sortira pas d'ici, avec toute la bienveillance nécessaire et l'attention et même la sincérité, c'est une petite aide. C'est toujours intéressant d'avoir un renvoi comme ça, de miroir, s'il le fait avec une grande sincérité. Le sponsor, c'est celui qui parle de vous quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un comité des talents où il y a eu une discussion pour savoir qui était votre successeur et les candidats n'étaient pas là. Et c'est là qu'on reconnaît un sponsor, c'est celui qui parle de vous en votre absence, en bien. Et c'est ça en fait le réseau de... Oui, mais qu'est-ce que veut dire le plus intéressant? Le réseau ne se gagne, et ne se conquiert pas. Ça voudrait dire que, comme Corinne l'a fait, il ne faut pas mettre en place des outils, une stratégie sans que ce soit la bataille au Waterloo. On regarde. Moi, je peux vous donner une petite recette que m'avait donnée un de mes partenaires italiens il y a fort longtemps, en disant à tout instant ou régulièrement dans ta trajectoire, fais un petit cadran sur des gens, quelle est la quantité, la qualité et le poids des gens que tu peux contacter, qui décrocheront leur téléphone, qui vont répondre, on ne t'ignorerait pas, et réciproquement, le poids et la qualité et la quantité des gens pour qui tu te bougeras réciproquement s'ils te demandent quelque chose. Ça peut être la voisine, parce que voilà. Et quand on regarde sa trajectoire de vie, et quand on regarde la façon dont on est tous à essayer de faire prospérer notre capital humain, quand on est dans une entreprise, on est là pour faire prospérer le capital humain de nos collaborateurs, et puis le sien au passage, si on l'amoindrit, le deal n'est pas bon, il faut partir. Et parmi les composants, les tiroirs du capital humain, il y a le capital social. L'être humain est un animal social. Ce que je vous disais des ressources infinies de ces femmes dans leur vie domestique et quotidienne pour activer des assistances, des réseaux, des coups de main et rendre la réciproque quand il le faut. Elles le font de façon informelle, il faut reconnaître ça, peut-être le matérialiser un tout petit peu et se poser sur son chemin la question de savoir si on est en train d'appauvrir ou bien de faire prospérer ces réseaux réciproques. Et pas uniquement au sens la première barre, c'est-à-dire l'abscisse, qui sont tous les gens qui me répondront est-ce que j'ai le 06 des patrons du CAC 40 ? C'est pas ça le travail sur l'influence, et c'est pas ça qu'il faut. On est vraiment dans les deux dimensions. Pour qui je me bouge moi en ce moment, et puis si quelqu'un a besoin d'un coup de main ou m'envoie son fils parce qu'il est paumé dans son orientation, ou parce que Pidulette a besoin d'un stage, ou parce que Dieu sait quoi, on vient de lui faire une offre et elle ne sait pas laquelle accepter. À partir du moment où on travaille sur ces deux dimensions, l'axe utile grandira. Okay. Corinne ? Moi, je vais faire très rapide. Je suis
comme l'autre Corinne, en fait, j'ai jamais eu de réseau. D'abord parce que je suis partie à l'étranger, ensuite parce que j'ai pas eu le temps, parce que la boîte grossissait, en fait. Donc, j'ai jamais eu vraiment... non, j'ai jamais eu de réseau. Plus tard, donc récemment, on a monté un réseau avec WCD, donc Women Corporate Director en Hollande, pour essayer d'encourager l'accession des femmes. Donc, c'est d'avoir... c'est bien, mais en même temps, le problème du réseau, c'est que c'est bien à partir du moment où vous avez besoin de personnes. C'est-à-dire que moi, en plus, c'est mon caractère, j'ai du mal à demander des choses aux gens. Donc, je pense que de monter un réseau de façon, en se disant, bah, je vais peut-être je vais faire copain avec celui-là ou celle-là, parce que peut-être un jour j'aurai besoin d'eux, je pense que ça marche pas. Je pense qu'il faut être authentique. Les gens, alors, en revanche, j'aime bien dans l'entreprise aider les gens. Je prends beaucoup de gens en stage, si je croise des gens dans mon entourage. Mais je pense que c'est très dangereux de monter un réseau en pensant qu'un jour, on va pouvoir décrocher le téléphone et demander quelque chose à quelqu'un. Très bien. Je voulais, avant de vous passer la parole à la salle, je voulais poser une question qui me vient de Sophie Cadalen. Je ne sais pas si vous avez lu son bouquin, c'est « Est-ce que les femmes de pouvoir sont des hommes comme les autres ?» Et même si je ne suis pas du tout d'accord avec son approche, ce bouquin m'a quand même libérée sur un truc. C'est qu'elle parle, et je pense que c'est toi, Armelle, qui en a parlé, de la libido du pouvoir. Et ça, c'était la première fois que j'en entendais parler, mais libido, pas dans le sens... vouloir nécessairement gagner sexuellement quelqu'un, c'est pas nécessairement ça. C'est du plaisir, en fait. Le plaisir du pouvoir. Et je me suis rendu compte que j'étais exactement dans ce qu'elle décrivait, c'est-à-dire que moi, bien sûr, par la force des choses, comme je suis entrepreneuse, j'en ai du pouvoir, j'en ai de l'influence, puisque j'ai une grande reconnaissance. Mais ce n'était jamais ça que je mettais en exergue quand on me demandait ce que je vivais dans mon métier, si ça allait. Je mettais toujours en valeur ce qui n'allait pas, mes vulnérabilités, etc. etc. Et puis quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais ça va, en fait, moi je prends mon pied à faire ce que je fais. Je prends mon pied à décider avec qui travailler, comment travailler, sur quel projet mettre de l'énergie, etc. J'adore ça. Et ça m'a vraiment libérée. Alors, je ne sais pas comment vous... Oui, je pense que avec le pouvoir arrive, on a énormément de responsabilités. Donc, et c'est ça, le problème, c'est que de gérer le pouvoir, c'est pas facile, mais c'est extrêmement jouissif. Ça vous donne ce que tu disais tout à l'heure, une liberté énorme. Vous vous rendez compte aussi du pouvoir que vous avez sur les gens. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Le tout, c'est de l'utiliser à bon escient. D'essayer d'avoir un minimum d'empathie, d'essayer de se mettre à la place des gens, d'essayer de travailler de façon collaborative. Moi, je pense qu'une équipe, on s'amuse beaucoup plus, on a plus de fun lorsque tout le monde est un petit peu au même niveau. Moi, je pense qu'une équipe dirigeante, c'est un puzzle, et quand on met tous les bouts ensemble, on a une belle image. Donc, moi, mes collaborateurs, je les considère toujours au même niveau, comme des peers, et pas comme moi au-dessus d'eux. D'abord, c'est beaucoup plus intéressant à manager. Donc c'est vrai que je pense que le pouvoir donne une liberté énorme, et c'est quelque chose qui nous donne la possibilité de faire tellement de choses que oui, c'est jouissif, c'est sûr. Corinne ? Oui, alors effectivement, enfin moi, quand j'ai accédé à la direction générale de l'entreprise des filiales françaises du groupe Sivelco, je me suis battue pour y arriver, parce que de façon négative, très honnêtement, parce que je voulais pas qu'on me nomme un chef qui ne me plairait pas. Donc c'est pas pour être chef toi-même, c'est juste pour ne pas l'avoir. Vraiment, très sincèrement, hein, je me disais, bon sang, je m'entendais très bien avec le directeur général précédent, ils vont forcément me nommer quelqu'un qui ne va pas me plaire, donc il faut que ce soit moi. Et je me suis battue comme jamais je me suis battue pour avoir un job. Hein. Ceci étant, je reconnais qu'une fois que j'y ai été et qu'on a mis en place ce fonctionnement extrêmement collaboratif, j'ai adoré animer cette équipe, la rendre complètement positive, dans le sens où, voilà, on a un problème, on le regarde, on ne l'évacue pas sous le tapis et on cherche des solutions. Et c'était en permanence, et où on va, et comment on fait, et quelles solutions on met en place. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, je dois le dire. Michel ?
La libido du pouvoir pour un homme? Moi, j'ai plutôt, à mon avis, perdu ma libido, parce que quand je suis arrivé, avant d'arriver dans le monde, je n'avais pas cheveux gris, puis disons que j'étais cheveux gris. Donc moi, je l'ai vécu beaucoup plus comme une grosse responsabilité, un gros stress, parce que s'occuper de 10 000 personnes chez Biomérieux, c'est grosso modo 30, 40 000 familles derrière. Donc tous les jours, vous vous dites que vous avez une responsabilité très forte quand vous devez prendre des décisions d'embauche, de licenciement. C'est des gens que vous mettez à un moment ou à un autre dans des situations périlleuses. Vous avez une confiance aussi d'une famille, donc c'est de ne pas décevoir. Vous recevez des collaborateurs qui viennent vous voir et qui ont besoin d'avoir tout le temps votre attention, votre énergie. Donc pour moi, j'ai plus vécu ça comme une immense responsabilité. J'ai plus eu des nuits difficiles que... alors, le plaisir, je dirais qu'intellectuellement, c'est passionnant de servir une cause qui vous dépasse. C'est passionnant d'essayer de faire grandir des gens. Moi, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est d'avoir des collaborateurs qui ont tous grandi dans la RH ou dans d'autres domaines. Mais j'ai surtout senti le poids d'une responsabilité très forte qui me dépassait, et je me disais toujours, est-ce qu'on est à la hauteur des attentes à la fois de l'actionnaire, des salariés, des partenaires sociaux. Les gens, ils attendent beaucoup de vous. De temps en temps, même si vous avez du pouvoir, vous n'avez malheureusement pas de baguette magique pour transformer les organisations ou les situations. C'est des situations personnelles souvent difficiles, douloureuses. Donc moi, j'ai plus vécu comme une situation qui tous les jours m'interpelle, me rappelle que c'est une énorme responsabilité, qu'il faut faire attention, qu'il faut être très prudent dans ce qu'on fait. C'est intéressant parce que tu vois, comme Corinne, en fait, on est complètement dans le stéréotype inversé. Les femmes disent combien elles jouissent du pouvoir, et puis l'homme dit oh, c'est lourd, quelle responsabilité, tous ces collaborateurs. C'est ça, partager le pouvoir, du coup, ce sera moins lourd à porter. Absolument. Ok. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes équipes, et c'est probablement la chose qui m'a rendu le plus de satisfaction, c'est de voir combien c'était gratifiant de voir les gens autour de vous qui prennent le pouvoir, qui se développent, qui grandissent, et vous dites, je ne me suis pas trompé, j'ai mis dans la confiance dans des hommes et des femmes qui vous l'ont rendu. C'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait, en tous les cas. Armand, tu voulais dire quelque chose? Oui, il m'a traversé une pensée furtive, je vais tenter de ne pas la laisser s'échapper. Ce que je me disais, là je me mets sur un autre registre pour ne pas paraphraser, c'est que quand on assume son désir d'exercer, donc de se jeter dans quelque chose qui va manger du temps, de l'énergie, du temps de cerveau, etc., vous rendre un peu absente, et dans la jubilation que ça provoque, il faut se le dire à soi-même, le partager avec les équipes, mais le partager à la maison. Oui. Moi, il y a une grande... J'ai eu ce réflexe, hein, c'était pas une réflexion à l'époque, mais c'est vraiment un réflexe. Quand mes enfants étaient toutes petites, les unes après les autres, à chaque fois que j'ai vu que la première rentrée des classes était bien passée, c'était pas un drame et que puis, hop, ça roule, j'ai très tôt eu des échanges de symétrie sur alors, moi si j'avais été absente toute la semaine, comment ça s'est passé à l'école, t'étais contente, oui, tes copains, tes copines, la maîtresse, l'école, machin, etc. Ouais, c'était super et tout. Et t'as pensé à moi pendant que t'étais à l'école? Ben non. Et c'est grave? Ben non, là on est ensemble, c'est super. Ben tu vois, moi c'est pareil, quand je suis au boulot. C'est-à-dire que... Alors, quand je disais ça un peu pour me rassurer, parce qu'on ne quitte jamais ce fond de culpabilité, et ça fait du bien de se dire qu'on ne s'est pas senti coupable. Mais voilà, ça fait partie de la méthode Coué. Mais c'est vrai, quand j'ai eu des semaines où je me suis éclatée, franchement, j'avais envie de leur faire savoir honnêtement que je me suis éclatée, mais vraiment, que j'ai adoré cette semaine, cette journée pour telle raison, qu'il y a eu grand frisson et c'était super, et qu'à aucun moment je me suis retrouvée dans une sorte de nostalgie de ne pas être à la sortie de l'école. C'est dur à assumer ça, et moi j'ai choisi d'en faire une vérité. C'était pas vrai tous les jours. J'avais une cliente qui était au COMEX de Renault qui me disait, moi j'ose pas dire que tous les lundis matins elle avait un job international
je cours à Roissy parce que je sais que je vais adorer ça. Or, je dois prendre la tête de celle qui laisse ses enfants parce que la concierge vous regarde passer, vous devez avoir l'air abattu, etc. Et je trouve qu'en fait, moi j'ai échangé ça avec elle en disant mais moi j'ai pas de scrupules si j'y vais pour me faire. Je vais revenir aux Pays-Bas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aux Néerlandaises. Non, mais c'est ce que la culpabilité, c'est, je dis souvent quand je parle aux Pays-Bas, je dis moi je me suis jamais culpabilisée de travailler. Jamais. Donc il faut savoir qu'aux Pays-Bas. Et je pense que c'est important parce que on est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des jobs à ce niveau-là, avec ce niveau d'intensité, si on est sans arrêt en train de. On fait ça parce que c'est aussi dans notre personnalité, dans notre caractère. C'est dur, donc. Alors. Moi, je suis un peu. Je pense que c'est très difficile de faire un job comme ça sans prendre un peu de plaisir. Donc, la responsabilité, on l'a, mais sans un peu de fun avec les équipes. Il y a ce sentiment de réussir. Alors, bien sûr, il y a des moments difficiles, il y a des plans sociaux et des trucs horribles. Mais en même temps, il y a aussi plus de positif. Il y a le projet qui fonctionne, le client qui vient, le client qui est content. Il faut aussi avoir du plaisir et du fun. Et dans ce qu'on fait, autrement, c'est pas possible. Et je pense que la culpabilité. Oui, enfin, moi j'aurais pas pu rester chez moi, donc en fait c'est même la question ne se posait pas. Mais c'est dans mon caractère après, et c'est vrai que, mais comme des enfants, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai 2 filles, ils sont équilibrés, ils ont fait des études, ça se passe bien, mais je me suis jamais sentie coupable de travailler. Et donc ce que j'ai expliqué, c'est que quand même aux Pays-Bas, c'est important à dire, c'est assez emblématique dans l'Union européenne, 75% des femmes qui travaillent à temps partiel. Ce qui est, parce que, et tu l'as dit, parce qu'il y a ce phénomène d'hyper-maternité, on ne peut pas être une bonne mère si on travaille à temps plein. Tandis en France, on n'a pas, la France, la Grande-Bretagne, les pays nordiques et la Belgique n'ont pas du tout cette stigmatisation en fait, de la mère.